Mais qui vous êtes? Je suis votre nouvelle aide ménagère. On s'est rencontrés hier. J'étais avec votre fille. Ah. Oui. Et puis là, vous allez avoir froid. Vous êtes assis bien là. Sur votre couverture, là. Levez-vous. Asseyez-vous maintenant. Il faudrait savoir. Il va avoir froid. Il va m'attraper je sais pas quoi. Voilà, comme ça il est bien. Oui, c'est bien avant aussi. Non, mais là il est bien. Il a besoin de rien. Non. Voilà. Non, Mustapha. Vous travaillez pour moi, quoi. Voilà. Je suis venu me présenter hier avec votre fille. D'accord. Vous savez, avant, oui, je chantais. Vous chantiez? Ouais, je chantais avant. D'accord. Vous avez vu là-bas? Oui, et une guitare. Ouais. Vous l'amenez? Maintenant? Pourquoi? Oui, si vous voulez. Vous me semblez quand même un petit peu fatigué. Oui, non. Oui, reposez-vous un petit peu. Hein? Ouais. Oh, il s'endort d'un coup. Bon. Bizarre quand même cette affaire. J'aimais mon grand-père bien avant qu'il ne devienne aveugle. C'est pourtant à ce moment précis que je l'ai adoré. Chez lui, les murs étaient couverts de livres, toutes sortes de livres. Des romans d'aventure, d'espionnage, de littérature générale, des prix littéraires, etc. Il passait son temps à lire, à rattraper le temps qu'il avait perdu à l'usine. Je détestais les livres, mais j'aimais mon grand-père. Au lycée, le prof de français se battait pour que je progresse en orthographe, grammaire et tout le tout-team. Je n'en avais rien à faire de ce vieux con. C'est du moins ce que je disais à l'époque. Une seule chose comptait pour moi, les soirées arrosées et les belles meufs. Tous les week-ends, je perdais le contrôle et j'adorais cela. Pas question de finir comme mes vieux et de tomber dans la routine. Ma seule amarre était ce vieux bonhomme qui ne me demandait rien. Il n'avait aucun plan pour moi, aucune ambition, juste le plaisir de me voir. Quand j'arrivais, il posait son livre sur la table basse, devant son fauteuil. Il levait ensuite la tête vers moi et d'un geste de la main, m'invitait à prendre place dans son sanctuaire. Une fois assis, il me disait « Alors ?» et notre conversation s'arrêtait là. Pas d'autres mots, de la présence à l'état brut. Je n'avais rien à lui dire. Lui attendait le moment de reprendre son livre. Au bout de quelques minutes de silence, il se penchait en avant, reprenait sa drogue à lui et tournait les pages. Nous restions des heures ainsi, à cohabiter sans communiquer. Je ne l'enviais pas, mais admirais sa posture. Il y avait de la noblesse en lui. Lui, l'ancien ouvrier chocolatier. Lui, qui avait été royaliste dans sa jeunesse. Lui, qui n'avait jamais eu de temps pour lui avant la retraite. Lui, avec qui je tentais de soigner mes gueules de bois le dimanche après-midi. Rien à gagner, rien à perdre. À part du temps. Mais le temps était toujours perdu pour les chercheurs de sensations fortes. L'alcool, qui devait être le moteur de cette course à l'émotion, au vertige, l'alcool, donc, devenait le moteur de l'oubli. Y a quelqu'un? Oh là 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 là. Je suis votre nouvelle aide ménagère. Ah bon? On s'est rencontrés hier, j'étais avec votre fille. Je vous ai dit que je jouais de la guitare. Oui. Que je chantais des chansons. Oui, vous me l'avez déjà dit.
Et parfois, il y avait des gens qui venaient là. Qui venait là, dans la maison. Non, pas dans la maison, mais sur scène, comme ça, qui venait quelqu'un. D'accord, d'accord. Vous avez vu par là? Ah bah là-bas, il y a une guitare, ça c'est... Oui, ah, Oui, vous pouvez me l'amener? oui, oui, écoutez. Et vous en jouez un peu. Ah, ça va pas être facile avec la canne, quand même. Ben, Vous allez me donner ça. Oui. Oui. Ouais. Et tombez pas non plus. Voilà. Je suis gaucher. Vous êtes gaucher. Ouais. Aïe! Vous m'avez tapé la tête. Oui, bah, vous l'avez mise trop près. La tête. Ça va pas être facile quand même, hein. Oh, mais Faut qu'on arrive quand même à trouver un moyen de s'entendre. À chaque fois que je fais de la guitare, j'ai l'impression que j'ai 30 ans de moins. Ah bah écoutez, on va peut-être pas le faire trop longtemps non plus, non. C'est technique. Ça devient dur à un moment donné d'appuyer dessus parce que j'ai plus la pointe d'antan. Vous avez vu, j'y arrive encore. Mais oui, oui, je vois et j'entends. Hein, C'est impressionnant. Oui. Je vous regarde. J'ai mes hormones qui flanchent, je n'entends plus très bien. Lucie, réveille-toi, ils sont devenus fous. J'ai mon absinthe qui se noie, je n'entends plus le glas. Baudelaire, réveille-toi, ils sont devenus fous. Et tu danses macabre parmi les cendres. Et tu danses macabre, va te faire pendre, va te faire pendre. J'ai mon histoire qui tremble, je n'entends plus l'horloge. Einstein, relève-toi, ils sont devenus fous. J'ai mon histoire qui tremble, un passé à me plaindre. Maman, relève-moi, ils sont devenus fous. Et tu danses macabre parmi les cendres. Et tu danses macabre, va nous faire pendre. Et tu danses macabre parmi les cendres. Et tu danses macabre, va te faire pendre. Va te faire pendre. J'ai ma vieille Bible qui boite, je n'entends plus ta voix. Oh Christ, relève-moi, ils sont devenus fous. J'ai mon cerveau qui flambe, je ne comprends plus très bien. Satan, enlève-moi, je suis devenu fou. Et tu danses macabre parmi les cendres. Et je danse macabre à nous faire pendre. Et je danse macabre parmi les cendres. Et je danse macabre, allons nous faire pendre. Allons nous faire pendre. Allons-nous faire pendre, faire pendre, faire pendre. Ça fait tellement bien, j'ai l'impression d'entendre encore les applaudissements. Ah oui, quand même, hein. Il faut que je les remette. Ouh, ça fait du bien. Allez,
Il va se rasseoir. Mais Hein. il va se tenir un peu. Il va quand se même. tenir, oui. Je vais lui donner sa canne. Oui. Merci, vous êtes gagnant. Mais... Voilà. Non, j'habite à la campagne. Bon. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Non. C'est si vous aviez un petit verre de vodka ou Oh bah, genre non. de... Je peux vous donner un petit peu d'eau. Oui, un petit peu d'eau, c'est bien. Ça sera toujours mieux que rien. Ça sera toujours mieux que C'est rien. un drôle de bruit, votre Oui, c'est bizarre. garde-manger. C'est bizarre, ça faisait pas ça avant. Voilà. Merci. Le monsieur qui est dans le décor, Ah bah, il veut bien. il veut bien. Est-ce qu'il y a un monsieur dans le décor? Si. C'est bien. Puisqu'on y est, hein, On est où? à boire un coup. Ah! Il change. Il ne regarde pas les lignes blanches plus de 2 fois par jour. Il ne touche plus aux nuages du ciel. Il ne fait plus chanter sa montre pendant la messe, ne parle plus à la chambrée quand le père est là, ne chante plus de chansons paillardes emplies de gestes de vulgarité. Elle ne trouve plus de remplaçant quand la lune descend sur la colline verte. Elle ne reconnaît plus personne. Charge son arme 3 fois par jour sans jamais tirer. Elle arrose ses fleurs en pensant la mort. Ils sont libres. Elle l'a regardé 4 fois la journée, a changé de robe, a ri 2 fois aux éclats d'obus dans sa bière. Elle lui a souri et ne crie plus quand il s'approche d'elle, quand il lui parle de sa guérison, quand il ouvre son ventre pour qu'elle le dévore. Il lui fait plaisir. Il l'a vu sourire. Elle lui fait plaisir, elle lui donne la main. Les soirs, tous les soirs, chaque soir que Dieu veut, elle change de regard pour fuir avec lui. Eux, ils sont heureux. Ils sont libres. Il va lui chercher des fruits et lui donne la survie. Elle attend son retour en fabriquant la vie. Alors, il regarde longtemps le soir où elle s'endort. Il lui dit des caresses, Elle lui dit des baisers, il lui dit des promesses. elle lui dit des yeux doux. Ils font le lointain et croisent le futur. Ils font des maisons où bougent les gens. Ils les détruisent. Ils détruisent aussi le sorcier à parole. Il a fait du mal, sépare les semblables et tue le bon vivre. Lui, il est seul, sans elle. Il change. Il n'aime pas sa chambre et veut s'envoler. Il penche pour le jeune, il croit qu'il est là. Elle doit protéger et puis aimer l'enfant. Lui, il croit que le jeune sera beau, grand et fort. Le jeune les sauvera et ils seront bien, ils seront libres. Ils repartiront dans les feuilles vives, dans les flaques claires. Lui prendra le temps. Elle prendra le sien. Le jeune les admirera et ils l'admireront et tout sera bien. Il ne veut plus parler. Il sera heureux. Ils seront libres. Le silence est d'or, il dort. Et elle s'éteint. Son repos l'amuse. Elle attend le jeune. Ah, il sera discret, banal et heureux comme ils ne sont pas. Alors il rira, alors ils riront, et tout sera bien. Il regarde le loin, le retour du temps. Il regarde le vent,
Demain, il rira du rire câlin des enfants sans vague. Il veut son silence. Elle ne l'obtient que 5 fois par jour. Elle fond dans ses bras. Il guette le ventre de la femme vide. Il sera heureux. Elle sera libre. Il décroche le soleil pour la femme vide. C'est difficile, 1000 fois plus que la lune. Il se brûle, s'enflamme pour remplir la femme de chaleur vive, d'une vie plus forte, sans mur. Elle voit son manège, s'en enivre, se sent neuve. Elle entend le jeûne, l'aspire de ses rêves à la vie. Elle aime le soleil, aimait aussi la lune. Elle est paresseuse et se terre. Ils attendent le rien qui les rendra heureux, libres. Il rêve. Il revient en arrière. Il ne sait plus bien qui elle est. Il se souvient du ventre vide, de son envie du jeûne. Lui, il leur est sorti du trou, de cette prison de murs bariolés. Il veut tout savoir. Rencontrer son passé, le docteur l'a dit. Il rêve. Mais il aime cette femme au ventre creux, aux larmes vives. Et le jeune, que va-t-il devenir s'il ne sort pas de son ventre vide? Le docteur me vide. Je suis pourtant. Oh, je vais vous asseoir un petit peu. Et puis c'est quoi vos papiers là? Hôpital psychiatrique de N, enregistrement du dimanche 21 mai. Bon. Vous me ramenez la guitare? Oui. Ah, qu'on puisse, je vais vous chanter une petite chanson. Ça m'a fait penser à une chanson que je chante. Ah, bah écoutez. Ouais. Il va me donner la canne. Voilà. Toujours gaucher. Ah, elle est tombée. Elle est tombée la canne. Ah bah ça arrive. Oui, bah oui. Je vais vous la ramasser. Ça va, j'étais pas dessus. Oui. Ça lui tourmillonne dans le... Non, c'est bon. C'est pas grave, ça. C'est une chanson que j'avais écrite il y a au moins 30 ans. Vous savez, c'était quand à l'est de l'Europe, il y avait une dictature. Ah. Vous savez, ils enfermaient les gens dans des hôpitaux psychiatriques et tout, comme ça, mais ils n'avaient rien fait, ils n'avaient rien. Bon, maintenant, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus, à l'est, il n'y a plus rien. Je suis Napoléon, Rodrigue, Don Quichotte, la mère, Michel et tous les chats. Je suis maître d'empire, Don Juan, Cyrano, femme qui pleure et animaux. La folie est sur moi comme une étoile au cœur. Qu'elle soit jaune ou vermeille, elle me montre du doigt. La folie est en moi, comme un crabe au cerveau. Et ce soir le brouillard recouvrira mes os. Donne-moi la main, un peu plus tard après la nuit. Le soleil recouvre déjà le petit malheur des petits soucis. Montre-moi la voie qui me conduit vers les nuages. Le soir qui tombe à tout son temps. Moi pas. La folie se mélave à mesure que la vie s'en va. La fenêtre est restée ouverte, je ne la refermerai pas.
pense à tout le temps que j'ai passé loin des vivants. Le pays se croit libéré, je ne le contredirai pas. Donne-moi la main, un peu plus tard après la nuit, le soleil recouvre déjà le petit malheur, tes petits soucis. Montre-moi la voie qui me conduit vers les nuages, le soir qui tombe à tout son temps. Crois pas. La folie m'abandonne, je sens l'aiguille dans mon bras. Demain on ne saura plus rien sur la mort du trop jeune chien. Il voulait retrouver un temps d'avant les temps passés, un temps qui n'avait existé qu'à son cerveau de désaxé. Donne-moi la main, un peu plus tard après la nuit, le soleil recouvre déjà le petit malheur, tes petits soucis. Montre-moi la voie qui me conduit vers les nuages, le soir qui tombe à tout son temps. Crois pas. Moi pas. Bravo. Il faut que vous m'aidiez là. Oui, je vais vous aider, là vous êtes bloqué. Ben oui. Il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus calme. Mais j'avais jamais chanté des chansons avec mes pantoufles. C'est un début à tout. Merci. Bah oui. Mais c'est rigolo. Alors, je vais commencer par. Je vais lui retirer ça de sous les pieds, j'ai peur qu'il chute. Bon, si vous le dites. Je vais faire un peu la lecture. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça vous dérange pas? Non. Alors c'est un livre que j'avais écrit il y a longtemps aussi. Ah. Allez. Grimm. Bah, c'est quoi ce mot-là? Ça n'existe pas. Mais si, non, le mot il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Ah bon. C'est parce que c'est un roman policier d'anticipation qui se passe dans le milieu des clowns. Donc c'est un mélange entre les crimes, ça c'est pour le policier, et le grimage du clown. Et ça fait Grimm. D'accord. C'est joli, le petit truc là. Oui, regardez. Ouais, c'est pour bien. Ça ferait bien sur un petit. Non, aujourd'hui, si je meurs, ce sera d'une mort con. Conne. Ah. Bah, une mort conne. Faut accorder les adjectifs. Mais bien, non, ça c'est fait exprès, c'est pour faire un peu langage parlé. Ah d'accord. Et Ouais, puis bah. pour le rythme de la phrase, c'est pas, elle comprend rien, c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, si je meurs, ce sera d'une mort con. Une de ces morts qui font rire. Que l'on puisse dire, sa maladie lui ressemble. Elle l'achève en sa petitesse. Aujourd'hui, si je meurs et qu'il ne s'agisse pas d'une mort con, je souhaite, j'implore le ciel pour qu'elle reste inexpliquée. Qu'elle laisse le champ libre à mes détracteurs. Qu'ils soient honnêtes jusqu'au bout. Qu'une longue maladie grave ne les contraigne pas à m'encenser. Aujourd'hui, si je meurs et que... Je voudrais que je meure comme je vivais, entouré de mes amis et haï de mes ennemis. Voilà dans quel état d'esprit je commence mes mémoires. Ils seront courts comme ma mémoire. Par contre, il y a une chose dont je me souviens très bien.
C'est que j'en ai croisé des morts inexpliquées, des suicides maquillés en meurtre et que le vice-versa. D'abord, il y a eu le Paul, puis le Bernard, l'inconnu du port de Plaisance, ma femme, l'amant de ma femme, la femme de son amant, le facteur, 2 ou 3 clowns de leur espèce, mais enfin, le tout dernier, le clown maquillé de suicide. Il cachera ses meurtres et sera le suicide le plus comique de tous. Métier oblige. Quant à moi, si je meurs, ce ne sera pas d'un suicide maquillé. Ah bah non, ça ce sera de fatigue, hein, parce que vous agitez comme ça. Vous avez raison. Vous pouvez me lire la suite, s'il vous plaît. Oui. Merci. Il y a de la poussière hein, dans votre intérieur. J'ai pas une ménagère en principe, non, c'est pas ça. Ah, moi je fais pas les gros travaux. Ah bon. J'ai encore rien compris. Chronologiquement parlant, il y eut d'abord le suicide de ma femme. Elle organisa tout très bien. Les journaux en parlèrent. Les policiers pataugèrent dans de fausses pistes déguisées, et l'industrie cinématographique de la capitale tendait déjà ses oreilles à l'affût d'un scénario sensationnel et vécu, où la grande Édith Boulette aurait le rôle de ma femme, et le non moins grand Phileas Gaffic porterait mon costume. Voilà pourquoi je commence l'écriture de mes mémoires. J'ai élaboré mon plan. Coucher mes idées au brouillon. Premièrement, ma femme. Deuxièmement, son amant. Troisièmement et quatrièmement, Paul et Bernard, mes amis d'enfance. Cinquièmement, la femme de l'amant de ma femme. Sixièmement, le facteur. Septièmement, 2 ou 3 clowns dont je ne connaissais que le maquillage. Huitièmement, l'inconnu du port de Plaisance qui habitait le yacht en face de notre caravane. Neuvièmement et dernièrement, le clown. Ma femme était la douceur même. Quoi? C'est le début du chapitre 3. Ah bah oui. Donnez-moi ça. Ma femme était la douceur même. Elle aimait tous ceux qui la croisaient. Et je sais qu'elle savait se faire aimer d'eux. Moi, je ne fus pas le premier à l'aimer et à en être aimé, mais malheureusement, je ne fus pas non plus le dernier. Il a été dit que Don Juan en mourut, Donna Jeanne en mourut également. Le remords l'a pris un jour ou plus qu'un autre, et elle devint maussade. Je me souviens du jour où je lui ai appris que je connaissais une bonne dizaine de ses amants. J'avais même ajouté que je ne comptais pas m'en tenir à ses investigations, je trouverais les autres. Elle avait fortement pâli et je crois que j'étais fier de ma vengeance. Seulement, son état nerveux se dégrada. Elle devint paranoïaque, sans appétit sous le regard hilar du masque de son mari. Un beau matin de printemps, elle se donna la mort en maquillant son suicide. Et trop de clowns se suicident. La profession n'a pas besoin d'une telle publicité. Il est préférable de terminer sa mort en martyr plutôt que de laisser une image de dépressif. Notre noble profession sera donc martyr. À la mort de ma femme, ses nombreux amants ont également commencé à dépérir. Je parle bien entendu, de ceux que je connaissais. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui que les autres aient suivi la même courbe descendante. Les clowns ont commencé à disparaître les uns après les autres. La police, dont je faisais partie, ne retrouvait plus ses petits. J'ai dû orienter leurs recherches, car jamais ils n'auraient pu croire en la vérité. Pour des fonctionnaires zélés, il valait mieux des crimes inexpliqués qu'une solution peu crédible. Tant de suicides dans la même profession étaient trop improbables. Pourtant, les gens ne s'imaginent pas comme les clowns sont vulnérables. Je sens déjà les doutes que vous allez émettre à propos de la vérité.
Vous allez me dire, une fois passons, mais 8. 8 clowns suicidés. C'est trop pour vous. Voilà pourquoi je dis que vous connaissez bien mal le monde des clowns. Un seul éclat de rire qui retombe, et le clown n'a plus de raison d'être. Et pour Paul et Bernard, je crois que le suicide couvait depuis bien plus longtemps. Ma femme me trompait avec mes 2 meilleurs amis. Cela a provoqué chez eux une honte telle qu'ils n'ont pas pu y survivre. Les clowns, hein, monsieur le président, sont avant tout des gens d'honneur. Lorsqu'ils sentent leurs actes s'engluer dans l'innommable, ils ne peuvent que se donner la mort. Lorsqu'ils ont fait le grand saut, je ne les ai pas abandonnés. Je me suis empressé de répandre mes fausses pistes dès mon arrivée sur les lieux. Bien sûr, aucune d'entre elles n'allait aboutir puisqu'il n'y avait pas eu meurtre. Dans ma volonté de sauvegarder l'image de marque de ma seconde profession, la première m'aida beaucoup à arriver avant tout le monde, notamment sur les lieux. Dire que c'est pour cela que je suis enfermé ici. Quelle ironie. Et dites-là, vous voudriez pas faire une petite pause, non? Vous avez raison. Amenez-moi la guitare. Ah. Ça me fait penser comme ça que j'ai fait une chanson sur les clowns. Ah bah dites. Ah, oui. Formidable. Allez-y. Vous avez vu, j'ai un peu progressé, je vous colle plus Là, maintenant. déjà, oui, c'est bien pire. C'est bien. Et vous la mettez dans le bon sens. Voilà. Donc c'est une chanson qui s'appelle Triste larme de clown décloné. D'accord. Là, j'ai pas fait facile comme titre. Non. J'avais pas de... Au début, je voulais l'appeler clown. Oui. C'était bien aussi. C'était bien aussi. Bon. Je rends mon maquillage, je rends le tablier, je garde pour bagage le rire barbelé, harcelé. Je vends ma pauvre veste, je pends mon triple nez, oh, je garde pour richesse la larme patinée, maquillée. Reclonez-le, le clown est triste. Reclonez-le, la larme glisse. Livrez-moi au guignol, livrez-moi au gendarme, je garde pour parole le noir à mon regard hagard. Vendez-moi au guignol, vendez-moi au gendarme, je garde pour parole le parfum d'encensoir de ce soir. Reclonez-le, le clown est triste. Reclonez-le, la larme glisse. Brûlez le maquillage, videz tous les casiers, je ris de mon visage, le sourire routinier, routinier. Brûlez tous mes naufrages, trucidez mes idées, mais je garde en otage la larme banalisée, balisée. Reclonez-le, le clown est triste. Reclonez-le, la larme glisse. Reclonez-le, oh, le clown est triste. Reclonez-le, la larme glisse.
J'aurais pas dû me pencher, là. Oui. Là, ce serait bien de me dire l'horloge que je suis penché, je dois pas. Voilà. Ça me rajeunit, mais à la fin, quand j'arrête, Oui. je ressens quand même l'âge. Là. Oui. Il va boire un petit peu, c'est bon pour les muscles. Oui, c'est ça. Je vais lui apporter à Mais il n'y a boire. pas d'eau dans Oui, le verre. elle peut pas être partout. Hein. Voilà. Merci, mademoiselle. On en était où déjà? Non, ça, on a fait. Oui, je vais en boire un coup avant. Mais merci. Je vous en prie. C'est toujours de l'eau. La femme de l'amant de ma femme est morte de chagrin. Je ne pense pas qu'elle se soit suicidée. Je crois plutôt qu'elle s'est laissée mourir, sans aucune violence. Non seulement elle avait perdu son mari, mais il lui avait avoué la cause de son suicide dans une lettre qu'elle avait entre les mains quand je l'ai trouvée morte. J'ai aussitôt détruit la lettre. Ce n'est pas aisé de remettre en doute, en cause, toute une vie d'amour. Du jour au lendemain, surtout. En outre, sa santé n'était pas des plus stables. Ah, ma femme, pourquoi n'as-tu pas eu le caractère de cette sainte femme? Toi, au contraire, tu n'étais pas sage. Tu étais pas sage. Vous avez compris le jeu de mots? Passage. Il était passage et passage. 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 Je ne comprends rien, c'est l'horreur. Toi, au contraire, tu n'étais pas sage, tu étais passage. Pour cette brave femme, je n'ai pas eu le temps de maquiller son suicide en meurtre. Mais étant donné le nombre de suicides maquillés qui avaient précédé celui-là, mes collègues ont immédiatement cru à un meurtre maquillé en suicide. Bon, il faut avouer que je n'ai rien fait pour les contredire. C'en était donc joué pour cette brave femme. Les autorités ont demandé une protection rapprochée pour tous les clowns. Il fallait assurer leur sécurité seulement. Comme il ne s'agissait pas de meurtre, mais de suicide, les morts dansèrent encore longtemps dans le brasier des damnés irrespectueux d'eux-mêmes. Mes collègues étrangers au monde de la clownerie gonflaient leurs dossiers en supputations délirantes. Nous arrivons à mon préféré. Il apportait les nouvelles à tous les clowns. Il y mettait toute sa gaieté. Seulement, le jour est venu où il dut transmettre nécrologie sur nécrologie. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas devenu triste? C'est le lot des mauvais clowns. Pas des plus attachants aussi peut-être. Moi, il me plaisait bien le facteur. Et d'ailleurs, le jour où il a cessé de rire a fortement contribué à l'effondrement des autres clowns. Il faut reconnaître que le milieu du spectacle comique, c'est pas facile, monsieur le président. Tous les soirs faire rire, tous les soirs refouler ses problèmes au plus profond de soi, tous les soirs mentir. Vous savez, le rire n'est pas une thérapie contre le stress. Il est le stress. Il est comme le vaccin à petite dose. Il protège. À forte dose, il inocule la maladie. La maladie du rire, c'est quand l'envie du rire n'y est plus. La maladie du rire débouche toujours sur le suicide. Chez les clowns, du moins. Ça se passe toujours ainsi. Le facteur clown était en phase terminale de la maladie du rire. Fini les enveloppes bariolées. Fini les timbres farceurs. Fini les sourires aux portes des roulottes. Fini les cafés au sucre rigolo. Le cœur n'y était plus. Suicide. Arrivée de la police. Maquillage. Meurtre inexpliqué. Mademoiselle, Oui. il serait possible de m'emmener aux toilettes, Ah bah oui, oui. s'il vous plaît. Oh, je devrais y arriver Non, mais après. je vais vous accompagner. Oui, c'est gentil.
Enfin, oui. Mais je connais, c'est chez moi. Oui, bah oui. Et c'est ma fille qui vous a... Oui, c'est votre fille. Je me souviens pas. Mais vous m'avez choisi. Ah bon, en plus? Ah oui. D'accord. Est-ce que ça va aller? Bon, on va faire. Allez, oui. Bon, vous m'appelez si vous n'avez besoin de rien. Ouais. Je passerai rapidement sur 2 ou 3 cas qui n'étaient pas forcément liés à ma femme. Dans le doute, je les ai maquillés quand même. Ils travaillaient sans doute dans un cirque de province. Le cimetière des clowns allait connaître un surpeuplement massif. Beaucoup trop de gens pensent que le cimetière est un lieu où l'on dépose les personnes que l'on aimait. C'est faux, ou incomplet. Tout d'abord, on y trouve aussi les corps de ceux que l'on détestait. Ensuite, on n'y dépose pas que des corps. On y dépose aussi la mémoire de chacun de nos ancêtres. Ma femme, par exemple, a emporté le terrible secret de son adultère. Quoique, puisqu'aujourd'hui je livre tout, il est fort possible que les cercueils des clowns s'appauvrissent encore un peu. Mais voilà, aujourd'hui je dois sortir de prison avant que le dernier clown encore en vie n'ait le temps de se suicider. Je vois notre métier qui s'éteint, et pourtant, il doit vivre. Il doit survivre. Survivre la tête haute, sans tâche. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, ou quiconque lira cette lettre, je suis ce clown. Vous vous trompez sur mon compte. Ce n'est pas moi qui ai exterminé ma race. Ne laissez pas mourir le dernier clown. Créez une société protectrice des clowns de la capitale. Je ne sais pas, mais faites quelque chose, je vous en prie. Si je reste ici, personne ne pourra plus défendre l'honneur des clowns. Leur image dépend de moi, de vous. Que vont penser les enfants s'ils apprennent que les clowns étaient capables de se suicider? S'il vous plaît, Monsieur le Président, classez l'affaire et donnez-moi une chance de redorer le blason des clowns. Mais j'entends enfin des pas. Je vais enfin pouvoir communiquer avec vous. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, Monsieur le Président, je vous prie d'agréer mes plus vifs éclats de rire. Signé Bono le clown, Auguste Maigret. Merci. Et bien le jeune homme, là, j'aime bien. Mais vous, on vous a rien demandé, d'abord, hein? Et puis je vous rappelle que vous êtes là que pour faire joli, et puis encore un petit peu pour la subvention, pour l'aide à la création musicale de la DRAC, mais c'est tout, hein. Tout ça chez moi? Ah. Je prends un petit peu. Buvez un petit peu. Parce que, quand même, faut bien remplir ce qu'on a vidé. Ben, c'est élégant. Et si on chantait? Ah ben, écoutez, oui. Je crois bien. Je crois bien que celle-là, vous la connaissez. Ah bah. Ben, c'est ça, hein, je Évidemment. crois. Donc celle-là, je crois que vous la connaissez. Vous essayez... C'est une chanson qui est un peu sur votre métier. Ah bon? Oui, ça s'appelle l'assistante sociale. Ah bah pas du tout, rien à voir. Ah, c'est vrai, il y a plus de diplômes. Continue dans l'élégance. Alors, si vous... Je vais même me lever, tiens, pour la chanter. Vous essayez, vous la jouez? Ah, vous voyez, ça fait plaisir.
Assise derrière son guichet, elle écoute le chant du paumé qui ne sait plus aligner de mots et ne fait que courber le dos. Pourtant avant elle y croyait en son rôle dans la société. Héroïne mal préparée, elle ne sait plus trouver les mots. S'il vous plaît, je voudrais changer les choses. S'il vous plaît, je voudrais changer le monde. Assise derrière son guichet, elle écoute le paumé pleurer, expliquer pourquoi le boulot est la solution qu'il lui faut. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien proposer à ce débraillé mal rasé qui lui renvoie sans un mot le reflet de sa vie de clodo? S'il vous plaît, je voudrais changer les choses. S'il vous plaît, je voudrais changer le monde. Assise derrière son guichet, elle regarde la pile de dossiers qui seront incarnés bientôt par d'autres paumés sans boulot. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien proposer derrière son guichet des bas quartiers? 40 rendez-vous la journée, il n'y a plus grand chose à espérer. S'il vous plaît, je voudrais changer les choses. S'il vous plaît, je voudrais changer le monde. Assise derrière son guichet, elle regarde le paumé s'en aller. La démarche mal assurée du zombie désarticulé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien proposer derrière son guichet des bas quartiers? À 40 rendez-vous la journée, il n'y a plus grand chose à espérer. S'il vous plaît, je voudrais changer les choses. S'il vous plaît, je voudrais changer le monde. Debout derrière son guichet, elle finit de tout ranger. Même démarche mal assurée de zombies désarticulés. Puis elle s'en réconfortée de ne pas demain travailler. Elle va pouvoir décompresser avachie devant la télé. S'il vous plaît, je voudrais changer les choses. S'il vous plaît, je voudrais changer le monde. S'il vous plaît, je voudrais changer les choses. S'il vous plaît, je voudrais changer le monde. C'est pas le même boulot que vous, ça. Non, mais c'était une belle chanson. Ah bah, merci. Il est bien, lui, hein, j'aime bien quand il joue comme ça. Ouh. Oh, ça me rappelle des souvenirs. J'aimais mon grand-père bien avant qu'il ne soit aveugle. Mais quand cela arriva, tout bascula. Il venait d'être privé de sa seule activité et avait perdu de sa superbe lorsque je venais le voir. Il ne disait plus « Alors ? Mais qui est là ?» J'étais contraint de rompre son silence. Et le nouveau silence qui suivait était trop pur. Il avait perdu le bruit des pages qu'on effeuille. Le regard perdu dans l'immensité obscure, je pris plus de temps pour l'observer. Il ne bougeait presque pas. Ses lèvres remuaient comme s'il priait. Un jour, j'ai craqué, j'ai parlé. « Arrête tes prières, hein, elles ne te rendront pas la vue. » Je ne prie pas. Le dimanche suivant, il me cloit au fauteuil. Je vais bientôt manquer de poèmes. Pressentant que je ne comprenais pas sa remarque, il précisa. Si je continue ainsi, la semaine prochaine, je n'aurai plus de poèmes à me réciter. Privé de la vue, il avait entrepris de se réciter tous les poèmes dont il se souvenait. Je ne croyais pas cela possible. Il voulait me faire croire que, tous ces dimanches,
Il avait sondé sa mémoire pour exhumer des poèmes qu'il avait appris par cœur. J'eus le malheur de mettre sa parole en doute. Il me les apposa donc, un, à voix haute, pour la beauté des mots. D'abord, Maurice Carême, un instituteur qui, non content de torturer ses élèves avec la poésie des autres, décida d'affûter ses mots et de les exporter vers d'autres salles de classe, faire une torture de masse. Puis, bon nombre de poèmes pour enfants, aussi débiles les uns que les autres. Alors, j'eus l'honneur de rencontrer l'œuvre de Prévert. C'était plus marrant, mais je préférais le silence. Ensuite, Queneau, Apollinaire, Rimbaud, Tzara, Breton, Tavernier. La liste était longue. Il avait beau s'appliquer, mettre le ton, cela me paraissait monotone. Une sorte de musique pour endormir les gamins. Je ne me gênais pas d'ailleurs pour me laisser glisser sur le roulis de ce flot de mots et m'enfoncer dans l'oubli onirique. Un dimanche, sans que je m'y attende, il me dit « Écoute celui-ci. Il s'agit de Fugue de mort de Paul Celan, Todesfuge en allemand. Les noirs de l'aube, nous te buvons le soir. Nous te buvons midi et matin, nous te buvons la nuit. Nous buvons, nous buvons. Nous creusons une tombe dans les airs. On n'y est pas couché à l'étroit. Je ne sais pas si la cuite de la veille avait été plus sérieuse que d'habitude, mais le rythme de ce poème, qui semblait se répéter, mais qui en fait s'amplifiait, se grava dans mon cerveau. Une larme sur ma joue, une larme sur sa joue. À la fin du poème, il ajouta « C'est fini » et il se tut. Tiens, celle-là, je vais la chanter pour vous, celle-là. Ouais. Ah bah. Vous allez me donner votre canne? Mais oui, mais il faut le temps que je me mette ma petite brasse. Oui, oui, mettez votre bras. Hop. Attention à vous. Voilà. J'ai ma bretelle qui est partie. Ah, votre bretelle. J'ai eu peur, j'avais entendu votre prothèse. Ah non, non, celle-là, elle tient bien. Elle tient bien, ma prothèse. C'est bon, parce que ça serait quand même dommage que le pantalon il tombe pendant la chanson. Non, non, j'ai dit que c'était pour lui que je la chantais. C'est une chanson qui parle d'un vieux monsieur, un vieux savant. Et un vieux savant qui se rend compte à la fin de sa vie qu'il sait rien. En fait. Parce que plus on apprend, plus on a de choses à apprendre. Voilà. Il a écrit, ça s'appelle Docteur Faust. Parce qu'après, il va faire un pacte avec le diable, il va négocier des tas de trucs. Puis ça va servir à rien. 24 ans après, il sera beaucoup plus. Je suis le maître du haut manoir. J'ai passé ma vie pour mon savoir. Mais quand le soir je me regarde, je me vois terne dans ce miroir. Si je me suis versé d'espoir, de dignité ostentatoire, à trop vouloir qu'on s'y attarde, mes nombreux livres sont devenus dérisoires. Sur mon bureau, toutes les feuilles couvertes de mon écriture s'envoleront sans qu'on les cueille lorsque l'automne dispersera mes habitudes. Dans mon bureau, je me sens seul malgré la mémoire des livres. Et à présent, je suis au seuil de tout perdu labeur de ma vie. Maître du haut manoir et j'attends la mort ce soir. Mais j'offre mon âme à tout homme étant capable de retarder une heure. Oh Dieu, donne-moi encore une heure, un soir pour terminer mon œuvre. Oh Dieu, pardonne mon orgueil, mais donne-moi encore une heure. Donne-moi encore une heure. À quoi me servirait tant de savoir si je
ne suis pas même capable d'y survivre. À quoi me sert tant de pouvoir quand je suis à l'heure de mourir? À quoi me servirait tant de savoir si je ne suis pas même capable d'y survivre? À quoi me sert tant de pouvoir quand je suis à l'heure de mourir? Pardonne-moi l'abandon où je me plonge sans remords. Le désespoir en ma maison, année Roland de vieil alcor. Je suis le maître du vieux manoir. Wagner, apporte-moi à boire. Je veux saouler mes idées noires avant de brûler mon histoire. À quoi me servirait tant de savoir si je ne suis pas même capable de survivre? À quoi me sert tant de pouvoir quand je suis à l'heure de mourir? À quoi me servirait tant de savoir si je ne suis pas même capable de survivre? À quoi me sert tant de pouvoir quand je suis à l'heure de mourir? Donne-moi encore une heure, un soir pour terminer mon œuvre. Dieu pardonne mon orgueil, mais donne-moi encore une heure. Donne-moi encore une heure. À vous aussi, vous buvez, c'est bien. Merci, merci. Oui, enfin, faudrait peut-être pas en faire trop non plus, hein. De toute façon, je vous préviens, je vous ai à l'œil, hein. Si vous voulez ma place, faudra vous battre. Oh là 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 là. Attendez. Ouais. Voilà. Merci, c'est gentil. Vous êtes bien installé? Oui, ça va. Ça va, vous êtes bien? Oui, je suis bien. J'adorais mon grand-père depuis qu'il avait perdu la vue. Lorsqu'il perdit la vie, je l'idolâtrais. Le jour de sa mort, on trouva dans sa poche de gilet une photo de moi et une autre de ma mère. Pourquoi moi? Je n'étais pas son seul petit-fils. Il en avait même une ribambelle. Ma mère, je comprenais, c'était sa seule fille. Mais moi, la veille de sa mort, j'étais à côté de lui, dans la chambre d'un hôpital froid comme la mort. Tout le monde se bousculait dans cette petite chambre. On rendait une dernière visite à l'ancêtre. Son silence. Cela ne me changeait pas beaucoup. J'en avais pris l'habitude. J'avais par contre envie de virer tous ces gens qui n'étaient pas venus toutes ces dernières années et qui se rachetaient une conscience. J'aurais voulu m'asseoir à ses côtés et lui lire le seul livre qu'il m'ait offert. Je ne l'avais pas encore ouvert et j'allais le dévorer durant les jours qui suivirent sa mort. Il avait perdu de sa superbe ancêtre. Au moins 30 kilos de moins et les muscles flasques, refusant tout mouvement. L'expression qui me vint immédiatement, il a fondu. L'hôpital avait gagné. Le bon vivant était devenu un mauvais mourant. Ses yeux blancs dans le vague intersidéral, un désespoir chronique et insurmontable me prit. Mon silence. Je ne voulais pas fuir. Je ne voulais pas le laisser croire que je l'avais abandonné. Pourtant, c'est ce que j'allais faire. Fuir. Fuir au plus profond de moi. Je ne trouvais rien à dire. J'essayais d'emplir mon silence de tout l'amour que j'avais pour lui. Ses yeux vides me fixaient, attendaient le son de ma voix. Il semblait demander comme jadis, qui est là? Pour que ces derniers instants puissent laisser
laisser entrer le défilé de la longue vie qu'il traînait derrière lui. J'emplis mes silences des nombreux souvenirs que mon cerveau avait engrangés. J'approchai ma bouche de son oreille et murmurai. Les noirs de l'aube, nous te buvons le soir, nous te buvons midi et matin, nous te buvons la nuit. Nous buvons, nous buvons. Nous creusons une tombe dans les airs. On n'y est pas couché à l'étroit. Deux gros doigts boudinés marchent sur la table de la cuisine. Mon grand-père chante une petite mélodie et les fait évoluer au rythme chaotique de celle-ci. Soudain, le premier doigt tombe, entraînant irrémédiablement les éclats de mon rire de petit garçon de 4 ans. La table de la cuisine est recouverte d'une toile cirée à l'odeur caoutchouteuse et au dessin naïf. Coupe de fruits et légumes. Derrière, ma grand-mère. Arrête de l'énerver comme cela. À force de rire, il va attraper le hoquet. Continuez plutôt à éplucher les haricots. Le regard malicieux de mon grand-père, mimant l'enfant pris en faute, et mon rire qui éclate de plus belle. J'avais presque oublié. Tous ces moments d'insouciance avaient été broyés dans ma révolte, dans l'envie de faire vrai, homme, vrai, tatoué, con d'adolescent qui brûle ses rêves pour se calquer dans ceux des autres. Avoir l'air d'eux, ne pas ressembler à. Cet homme, immobile derrière ses livres, aura été mon roc, la seule personne qui n'a pas essayé de me modeler au rêve qu'il faisait pour moi. En avait-il? Je ne le saurai jamais. Nous avons si peu parlé ensemble que j'ai l'impression d'avoir vécu des scènes de films muets avec lui. Ma mémoire a habillé mes souvenirs d'une musique nostalgique, une musique de film, comme celle qui me faisait pleurer étant gosse. Un homme habite la maison. Il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand vient le sombre crépuscule, en Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret. Il écrit cela et va à sa porte. Et les étoiles fulminent. Il siffle ses dents. Il siffle pour appeler ses juifs et fait creuser une tombe dans la terre. Il ordonne jouer et qu'on y danse. Au fond du couloir, il y a le cagibi, une pièce étroite, meublée de manière disparate. Meuble de récupération. Ici, on ne jette pas. Quand on change un meuble, l'ancien a une seconde vie dans le cagibi. J'aimais ce mot, cagibi. Il rimait avec biribi. C'est ainsi que ma grand-mère nommait le dé. C'est un lieu qui me fut longtemps interdit. Je compris plus tard qu'il regorgeait de nourriture terrestre et intellectuelle. Le stock de confiture de ma grand-mère et le stock de livres de mon grand-père. Contrairement aux livres en exposition dans la salle, ceux-ci étaient en moins bon état, moins présentables peut-être aussi. Ces livres, ma grand-mère les tolérait dans les mains de mon grand-père, mais pas à la vue de tout le monde. Je dus attendre l'âge du lycée pour y entrer, sans un adulte pour me surveiller. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, nous te buvons midi, matin, nous te buvons le soir, nous buvons, nous buvons. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit quand vient le sombre crépuscule en Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre sous la mythe, il joue avec les serpents. L'odeur du café et celle du matin, lorsque l'on ouvre les volets du bungalow de vacances où toute la famille a élu domicile. Rien d'original pour le commun des mortels, mais tellement exceptionnel pour moi. Un des rares souvenirs de famille, groupe social vivant quelque chose en commun. Grands-parents, oncles, tantes, cousins, parents.
Vacances de rêve pour le petit garçon que j'étais. Voir mon grand-père, le matin, en Marcel, faisant glisser son rasoir électrique sur son visage. Tu veux essayer ? Tu verras, hein, ça chatouille, je confirme. L'odeur du café donc, mélangée à celle du petit réchaud à gaz. L'odeur du blé coupé dans le champ d'à côté. L'odeur des sous-bois où nous fabriquions des cabanes dignes de Robinson. L'odeur du parfum de violette de ma grand-tante, un parfum de bonheur simple. J'aurais au moins eu la chance de vivre cela une fois. Il crie, creusez la terre plus profond, vous les uns et vous les autres, chantez et jouez. De son ceinturon il tire le fer, il le brandit, ses yeux sont bleus. Plus profond les bêches dans la terre, vous les uns et vous les autres, jouez pour qu'on y danse. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, nous te buvons midi et matin, nous te buvons le soir, nous buvons, nous buvons. Un homme habite la maison, tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre sous la mythe, il joue avec les serpents. Un parking de supermarché, ma grand-mère sortant de la 4L, mon grand-père restant à l'intérieur. Il marchait si mal. Je n'ai jamais compris pourquoi il l'accompagnait. Pour sortir ? Pour garder la voiture ? La caméra s'élève dans le ciel et tourne autour de la voiture. Seule la 4L est encore garée. On croirait un film des frères Dardenne. Je ne sais pas si j'ai vu cette scène ou si on me l'a racontée. Ce que je sais, c'est l'effet de son évocation sur moi. Dans ma tête, il n'était pas à sa place dans cette voiture, loin de ses livres et de son fauteuil. Trop gros pour une si petite voiture. Il lui fallait de l'espace pour donner à voir sa vraie nature. Il crie, jouez doucement la mort. La mort est un maître venu d'Allemagne. Il crie, assombrissez les accents des violons, alors vous montez en fumée dans les airs. Alors vous avez une tombe au creux des nuages, vous n'y êtes pas couché à l'étroit. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, nous te buvons midi. La mort est un maître venu d'Allemagne. Nous te buvons soir et matin, nous buvons, nous buvons. La mort est un maître venu d'Allemagne, son œil est bleu. Elle te frappe, une balle de plomb précise, elle te frappe. Il mangeait comme 4, et encore 4 comme lui. Je ne sais pas si je l'ai vu une seule fois calé devant un plat. Quand il n'était pas en forme, il n'en reprenait que 2 fois. Parfois, j'avais l'impression d'être le petit-fils d'Obélix. Dans la cité, on ne trouvait pas beaucoup de sangliers, mais le supermarché d'à côté, îlot de richesse au milieu de tant de misère, le supermarché donc était le lieu d'approvisionnement de ma grand-mère, son lieu de sortie quotidienne. Elle avait souffert pendant la guerre. Les restrictions, la peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, de ne pas leur donner assez à manger. Ensuite, elle s'était rattrapée sur le beurre, la crème, tout ce qui est bon en quelque sorte. Chez elle, on se régalait. Les repas tournaient à l'orgie. Les repas de fête pouvaient durer des jours entiers. Certains convives ne parlaient pas tant ils étaient concentrés sur leur assiette. D'autres prenaient leur temps, sachant qu'une assiette vide est une assiette à remplir. La nature a horreur du vide, ma grand-mère aussi. Un homme habite la maison. Tes cheveux d'or, Margaret. Il lance sur nous ses dogues. Il nous offre une tombe dans les airs. Il joue avec les serpents et il songe. La mort est un maître venu d'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret. Tes cheveux de cendre. Sous la mythe.
Au piano, Gaël Bertrand. À l'aide ménagère, Ludivine Bernard. À la canne et à la guitare, Rémi Brumand-Varly. Un grand merci pour le décor que Frédéric Grimaud a fait pour nous. Je tenais particulièrement aussi à remercier pour l'accueil qu'on a eu ici. Merci à Nadège, merci à Joël qui nous a beaucoup aidé aussi ici. Merci également à Frédéric pour l'entretien, l'interview d'hier, etc. Et à tous ceux qui nous ont super bien accueillis. On a eu du petit thé, on a eu plein de choses. C'est super, super bien. Et sachez que nous tournons, nous faisons aussi du spectacle à domicile, nous faisons du spectacle partout où on nous demande, à condition qu'on ait une salle assez grande et des amis. Donc, merci à vous.